Bonjour Laure. Bonjour Raphaël. Avec la crise au Moyen-Orient, l'augmentation des prix des hydrocarbures, le Japon annonce une rallonge budgétaire, 19 milliards de dollars, Tokyo qui dépend énormément des hydrocarbures. Absolument, 19 milliards de dollars supplémentaires pour aider les ménages nippons à faire face à cette augmentation du coût de l'essence, de l'électricité et du gaz. Car le Japon est extrêmement dépendant du Moyen-Orient. 95% de ses importations d'hydrocarbures en proviennent et donc le pays subit de plein fouet la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors contrairement à ce mouvement global qu'on observe depuis plusieurs décennies, eh bien, le Japon, lui, a décidé d'augmenter la part des hydrocarbures dans sa production d'électricité. C'est arrivé après le traumatisme de l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Juste avant, en 2010, le nucléaire fournissait environ un quart de l'électricité du pays. En 2023, eh bien, cette proportion n'est plus que de 5,8%. La part des énergies fossiles, elle, représente 85% de la production d'électricité. C'est dire le coût pour le pays. La première ministre japonaise, Sanae Takaichi, entend désormais changer cette donne, passer de 30% aujourd'hui de nucléaire et d'énergie renouvelable dans le mix énergétique à 70% à horizon 2040. Mais en attendant, il faut agir tout de suite. Écoutez-la. Même si le risque d'une hausse significative ce mois-ci ou le prochain est faible, nous nous attendons à ce que l'augmentation du coût des combustibles importés se répercute par la suite sur les tarifs de l'électricité. C'est pourquoi nous allons mettre en place des mesures de soutien pour les factures d'électricité et de gaz pour la période de juillet à septembre, lorsque la consommation a tendance à être plus élevée. Le mix énergétique pour la production d'électricité, c'est un choix politique qui change beaucoup d'un pays à l'autre et au gré des événements. L'Europe est ainsi moins affectée par la hausse de l'énergie en lien avec la crise au Moyen-Orient parce que la part du nucléaire y est plus importante. Oui, le nucléaire est réputé plus stable et puis effectivement moins dépendant des aléas géopolitiques qu'on observe en ce moment au Moyen-Orient avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Le nucléaire, effectivement, ça dépend beaucoup de l'uranium, mais aussi des centrales. Et les centrales, elles sont implantées localement. On avait déjà vu d'ailleurs que les hydrocarbures avaient été fortement impactés en 2022 avec la guerre en Ukraine. Et puis, les hydrocarbures, c'est aussi beaucoup de CO2 que le nucléaire n'émet pas. Alors, à l'échelle mondiale, 10% de l'électricité provient des centrales nucléaires. Pour l'Union européenne, c'est plutôt 23%. Et la France est en tête de ces pays européens. Pour elle, l'énergie nucléaire, c'est près de 70% de sa production d'électricité. Les hydrocarbures, moins de 5,2% de son mix énergétique. Tous les pays n'ont toutefois pas la même politique, y compris au sein de l'Union européenne. Par exemple, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Ces dernières centrales ont d'ailleurs fermé en 2023. Et depuis, Berlin est revenu au charbon dans son électricité, en grande partie, car elle en produit. Alors en 2025, eh bien, par exemple, les combustibles fossiles, lignite et charbon en tête, ça représentait 38% de son mix énergétique. Mais l'Allemagne en produit localement, a beaucoup moins besoin du pétrole et du gaz. Ça reste malgré tout un événement qui évolue en fonction de ce qui se passe dans le reste du monde. Il y a des inconvénients pour toutes les énergies, y compris le nucléaire, et il y a notamment le vieillissement des centrales. Justement, la France s'attelle au très coûteux démantèlement de celle de Fessenheim. Oui, c'est un chantier monumental qui s'apprête à commencer. C'est la centrale qui est considérée comme la doyenne des centrales françaises. Ces deux réacteurs ont été construits en 1971. Ils ont arrêté de fonctionner en 2020 après 43 années et la production de l'équivalent de 30 années d'électricité pour l'Alsace. L'État a déjà donné son feu vert pour le démantèlement début mai. L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection doit en faire autant pour l'autorisation finale en juin, mais les travaux ont déjà commencé. Le combustible nucléaire, par exemple, a déjà quitté les lieux. Mais il y a évidemment tout le reste, les infrastructures, des installations techniques comme des cuves, des générateurs de vapeur, etc. Tout ça représente un chantier titanesque avec des chiffres pharaoniques pour EDF. 22 années de travail jusqu'en 2048. 300 à 400 personnes qui vont être mobilisées chaque année sur ce chantier et un coût annoncé de 1,4 milliard d'euros. En tout cas, c'est l'addition qui est annoncée pour l'instant. Pas sûr que ce sera l'addition finale, car on a quelques exemples de démantèlement en France. Par exemple, celui de la centrale nucléaire de Brennilis en Bretagne, qui est en cours. Celui également de Tchouza dans les Ardennes. Pour Brennilis, c'est une centrale expérimentale qui a été construite dans les années 60. Elle a arrêté de fonctionner en 85. Le démantèlement est en cours et il devrait s'achever en 2040. Et les coûts des travaux sont très loin de ceux qui avaient été annoncés au départ. La Cour des comptes, en 2005, l'a chiffré à 482 millions d'euros. C'était déjà 20 fois le prix de départ annoncé. Et finalement, eh bien, ce démantèlement devrait atteindre au final 850 millions d'euros. Conclusion, l'énergie, quelle qu'elle soit, c'est toujours cher. Merci Laure Manin, c'était l'économie.